Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le gouvernement se félicite d'une augmentation des crédits pour l'outre-mer, une hausse pourtant bien timide. Les crédits atteindront 2,7 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 4,5% par rapport à l'an dernier. Mais il faut néanmoins souligner qu'en prenant compte les prévisions d'inflation, vous l'avez dit, la hausse des crédits mission outre-mer apparaît en fait inférieure à 2%. Alors qu'il aurait nécessité une rupture, ce budget s'inscrit dans la continuité des exercices précédents. Il est à ce titre largement insuffisant et n'est pas à la hauteur des enjeux. Car si les Français d'outre-mer sont confrontés aux mêmes problèmes que les Français de l'Hexagone et à bien d'autres plus spécifiques, l'éloignement fait que ces problèmes sont souvent plus marqués et moins bien traités par les pouvoirs publics. Tout d'abord, et c'est le thème de mon rapport, une immigration hors de contrôle, qui déstabilise les sociétés et aggrave la délinquance et la criminalité, notamment en Guyane et à Mayotte. En lien avec le sujet que je viens de citer, une insécurité galopante, faute d'une volonté politique et de moyens, notamment en matière pénale. Un pouvoir d'achat insuffisant, inférieur à celui de la métropole, ce qui constitue une injustice aggravée par la vie chère. Un chômage de masse, conséquence d'une absence de politique économique adaptée aux spécificités ultramarines. Des infrastructures insuffisantes, des routes et des transports lacunaires, des logements insalubres, des écoles et des hôpitaux sous pression, sans parler de l'accès défaillant à l'eau potable. Au regard de tous ces enjeux brûlants, le budget des Outre-mer dans le projet de loi de finances pour 2024 illustre le cruel manque d'ambition et de vision du gouvernement pour ces territoires. Pire, il reflète un certain mépris, Monsieur le Ministre. La hausse timide des crédits, qui concerne pour l'essentiel les dispositifs d'exonération de charges sociales, est très insuffisante. Des actions importantes comme le financement de l'économie, l'aménagement du territoire ou encore l'aide à l'insertion professionnelle ne connaissent aucune augmentation, ce qui, compte tenu de l'inflation, constitue en réalité une baisse importante des crédits en euros courants. Cette année, soucieux de dépasser le strict périmètre de la mission Outre-mer, j'ai choisi donc de consacrer la deuxième partie de mon rapport à l'immigration massive dans les Outre-mer. Ce sujet reste malheureusement au cœur de l'actualité, avec celui de l'insécurité, auquel il est bien sûr lié. Vol avec violence, agressions, scènes de guérilla urbaine sont trop souvent le lot de nos compatriotes ultramarins et les statistiques tenues par l'administration judiciaire et pénitentiaire soulignent sans équivoque la surreprésentation des étrangers dans la délinquance et la criminalité outre-mer. Au-delà des coups de projecteur médiatiques, les chiffres sont parlants. Les faits de coups et blessures volontaires, par exemple, qui sont de 4,5 pour 1000 personnes en France hexagonale, atteignent 7,4 en moyenne outre-mer et même 8,4 en Guadeloupe et 9,8 en Guyane. Les conséquences sont directes et quotidiennes pour plus de 2 millions de nos compatriotes. Comment vivre normalement lorsqu'on craint de se faire agresser ou d'être victime d'un vol violent? Comment aller travailler si les routes sont bloquées? Comment assurer une éducation à ses enfants si sa voiture, le car scolaire ou l'école ont été incendiés? Sans compter les conséquences de l'insécurité pour le tourisme et l'attractivité économique de ces territoires. Parmi les principaux facteurs de l'insécurité, on trouve l'incapacité du gouvernement à contrôler nos frontières outre-mer à cause d'effectifs insuffisants dans la police aux frontières et de matériels qui ne sont pas à la hauteur de l'aveu même des forces de l'ordre, notamment en Guyane, qu'il s'agisse des drones, des radars, des bateaux intercepteurs notamment. Dans un environnement géographique souvent instable et économiquement défavorisé, cette porosité des frontières expose les territoires à une immigration clandestine qui apporte tout type de trafic, armes, stupéfiants et même migrants. S'ensuivent des règlements de compte, des infractions violentes, des coups de sang sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool à proximité d'armes. Ces territoires connaissent de façon générale une situation socio-économique plus dégradée que le reste de la France, avec des nuances locales. Le chômage, les difficultés familiales et la pauvreté entretiennent certes l'insécurité, mais souvent le point de départ est la présence de personnes en situation irrégulière, habituées à une violence banalisée et au trafic ou infractions lucratives. La situation sécuritaire à Mayotte, submergée par une immigration incontrôlable en provenance des Comores, l'illustre suffisamment. Les timides hausses d'effectifs des forces de l'ordre ne sont pas suffisantes. Sans le choc de moyens que j'évoquais, la situation deviendra hors de contrôle. Coopération diplomatique, réponse judiciaire, développement socio-économique, moyens de surveillance et de contrôle aux frontières, présence de forces de l'ordre, tous ces axes doivent être renforcés et les 10 propositions que je formule dans mon rapport sont à la disposition de toutes les bonnes volontés. Rien ne sera possible sans une volonté politique forte.
Bien sûr, les conséquences de l'immigration ne se limitent pas à l'insécurité, comme le montre mon rapport. Elles concernent aussi l'école, en mettant sous pression le bâti scolaire qui ne peut pas suivre la cadence. 20 nouvelles classes sont ainsi, par exemple, construites chaque année à Saint-Laurent-du-Maroni. L'hôpital, avec des maternités sous pression et des soins urgents qui ne seront jamais payés. L'économie, paralysée par une économie clandestine d'ampleur qui plombe les recettes fiscales comme le développement de ces territoires. Le logement, avec l'essor de bidonvilles en Guyane et à Mayotte notamment. En un mot, les conséquences sociales de l'immigration bouleversent à la fois les services publics et les sociétés d'outre-mer. Lors des auditions que j'ai menées, les élus et les représentants des syndicats de police ont dit leur lassitude d'être sans cesse entendus par les parlementaires sans que rien ne change. À ce rythme, la situation deviendra, selon eux, incontrôlable dans 10 ans en Guyane et à Mayotte. Collègues, allez-vous vous contenter de refiler le bébé aux élus suivants en détournant le regard pendant encore 4 ans ? Monsieur le ministre, allez-vous, vous aussi, comme vos prédécesseurs, laisser la situation pourrir ? Plus que de la lassitude, nos élus, nos professeurs, nos médecins, nos forces de l'ordre et en général les habitants de ces territoires sont en colère et ils ont raison. Ils doivent non seulement être écoutés, mais être aussi entendus pour que nos compatriotes ultramarins connaissent enfin le cadre de vie auquel ils ont le droit. Je vous remercie.